Le bouffon de cour, comme on l'appelait, n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons des ramifications de ce personnage, adapté à la société moderne. Le rire a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Comme le dirait Aristote, il fut donné à l'homme comme un cadeau divin. Mais il en allait tout autrement dans les tribunaux. Dans un monde hiérarchisé, chacun riait entre égaux. Personne ne riait d'un supérieur. À l'exception d'un anti-héros, le bouffon de la cour, le seul à pouvoir rire de son supérieur. Mais de quoi le bouffon se moquait-il? Des êtres humains ou de lui-même, pauvre, naïf, stupide, idiot et ignorant, et de son roi qui l'imitait, riche et solitaire. Le bouffon est une parodie vivante du roi. Il montre l'inconscient du monarque, révélant la fragilité de sa condition humaine. Le bouffon savait faire 1000 choses pour amuser et distraire son maître de ses peines et de ses ennuis. Il pouvait jouer de l'harmonica et de la trompette, il pouvait sauter extraordinairement et parler excessivement, mais il n'était pas ennuyeux. Il disait des prières, racontait des histoires, posait des énigmes et chantait. Le bouffon de cour est représenté par le bâton, au bout duquel se trouve le filou miniature comme un double de lui-même. Dans d'autres représentations, il peut apparaître avec un miroir pour se moquer de lui-même. Son bonnet à crémaillère et son bâton ne sont pas de simples accessoires comiques. Ils avaient une signification précise, inverser les symboles caractéristiques de la gloire et du pouvoir du roi. La couronne royale et le sceptre. Dans les mains du bouffon, il devenait pathétique. Le bouffon de cour amusait les gens pour les distraire des malheurs et des souffrances de l'existence. Mais il en profitait pour donner des leçons grossières aux puissants, bénéficiant de l'impunité accordée à sa bêtise. Il était un négatif du pouvoir. Par la caricature, il tournait tout ce qui était sérieux en ridicule. Son impunité était assurée par sa folie. Le bouffon de la cour, comme le fou, était considéré comme innocent en acte et en parole. Le roi et le bouffon étaient liés par la solitude d'être des parias. Le roi en raison de son pouvoir qui le séparait du commun des mortels. Le bouffon à cause de ses difformités qui le conduisaient à être exclu de la société. Le bouffon de cour était le pendant idéal du roi. Entre l'Antiquité classique et le XVIIe siècle, les riches et les puissants eurent toujours des bouffons à leur côté, que ce soit en Perse, en Égypte, en Grèce ou en Europe. Ésope, le grand auteur de fables de la Grèce antique, peut être considéré comme un sage bouffon. À l'époque, le bouffon de cour était un professionnel comme les autres. Il était engagé par le roi pour le servir, son service, la bouffonnerie. En plus de cela, il devient le conseiller du roi. Par ses plaisanteries, il révélait au roi des vérités que personne d'autre ne pouvait lui dire, peut-être même pas lui. Les différents types de bouffons. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, il y eut en Europe plusieurs bouffons portant des noms différents. Par exemple, il y avait le bouffon naturel, qui était né avec une difformité physique ou mentale. Ils étaient bossus ou nains, ou encore, il s'agissait de personnages bizarres et exclus, en marge de la société. S'ils ne connaissaient aucun art, on leur apprenait. De nombreux rois avaient leurs nains, y compris Catherine de Médicis qui avait un nain polonais. Les monarques avaient des nains comme porte-bonheur. Les nains étaient également des personnages mémorables qui prenaient part à des représentations remarquables de la condition humaine, notamment liées au mal. Cela se passait généralement dans les pièces de théâtre où ils étaient des créatures magiques et méchantes. Et puis il y avait les bouffons artificiels. Tout indique qu'ils étaient les meilleurs comédiens de leur époque, le Moyen-Âge. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces roturiers payés pour divertir la noblesse et la royauté n'étaient pas des fous. Ils n'étaient pas non plus atteints de difformités physiques, comme les bossus et les nains, que de nombreuses cours adoptaient pour en faire leur cirque privé. Les bouffons de cour n'étaient pas des bouffons du tout. Ils possédaient diverses compétences, ils versaient, jonglaient et mimaient. Par-dessus tout, c'étaient des gens qui avaient le talent, la sagesse et la sensibilité nécessaires pour amuser les autres. Certains étaient également prophètes et connaissaient une forme d'art. Au XIVe et XVe siècle surtout, le bouffon faisait partie du groupe d'artistes soutenus par la cour aux côtés des peintres, des musiciens et des poètes. Le génie du théâtre anglais William Shakespeare, 1564-1616, fut celui qui définissait le mieux la position des bouffons au sein des cercles puissants, en leur attribuant des rôles d'une importance considérable dans son œuvre. Dans des pièces comme Le Roi Lear et La 12e nuit, le bouffon est le plus malin des personnages. Il a le droit de dire ce que personne d'autre n'ose dire. La liberté du personnage est si grande qu'il va jusqu'à critiquer les rois eux-mêmes, avec des commentaires acides qui amusent le public. Dans le théâtre de Shakespeare, le public ne rit pas des bouffons, il rit avec eux. Ce personnage était l'un des nains de la cour d'Espagne à l'époque du peintre Velázquez. Issus de la tradition caritative médiévale, les cours européennes du XVIIe siècle hébergeaient des personnes exclues du contexte social, en raison de handicap et de limitations physiques ou psychologiques, en particulier des nains.
Ceux-ci jouaient alors le rôle de bouffons de cour, clowns et de farceurs. Dans la cour stricte de Philippe IV, ces personnages pouvaient parodier les faits et contourner les règles de l'étiquette. Comme ils n'étaient pas pris au sérieux, ils étaient à nouveau exclus et humiliés lors des représentations. En d'autres termes, ils étaient doublement exclus, par leur forme physique et parce qu'ils n'étaient pas pris au sérieux dans les représentations artistiques. Le portrait, voire portrait, était le sujet principal de la peinture de Velázquez en tant que peintre de cour. Les portraits royaux, officiels, étaient discrets, ne s'immisçant pas dans la vie privée des membres de la famille royale. L'artiste a soigneusement dépeint l'arrogance du roi. En revanche, dans les portraits de nains, l'artiste s'efforce de révéler la dignité de ces hommes. Le peintre n'a pas eu recours à l'ironie, ni même à la caricature, comme c'était le cas pour les membres de la cour. Ces portraits vont au-delà de la représentation des sentiments intérieurs, caractéristiques du baroque, et atteignent l'individualité de celui qui est sous les yeux de l'artiste. Dans les portraits de nains qui se déroulent en dehors du cadre officiel de la cour, Velázquez travaille avec une plus grande liberté, expérimentant divers arrière-plans et solutions spatiales. Velázquez a essayé de trouver la meilleure position pour son personnage afin de souligner son esprit humain. L'accent de la composition est mis sur le visage du personnage. Les petites jambes perdent de leur expression, mais les mains défectueuses sont soigneusement accommodées et mises en valeur. La luminosité de la peau met en valeur l'expression, le regard fixé sur le spectateur avec gravité. Un regard qui reflète la force intérieure et la dignité du personnage. Les nains, les pygmées et les personnes atteintes du syndrome de Marotolami, une maladie héréditaire qui se traduit par une petite taille et des traits de visage grossiers, ont toujours fasciné le monde artistique et collectif depuis les anciens carnavals du Moyen-Âge. Parce qu'ils étaient petits, ils étaient analogues aux êtres merveilleux et aux gnomes, d'où sont nés des récits populaires, dont celui du Petit Poucet. Dans ces récits, les nains sont considérés comme des amis, au cœur pur, contrairement aux géants. Le côté anarchique et transgressif a amené les nains dans le mouvement de la contre-culture des années 60 et dans les films à sensation des années 70, notamment d'horreur et pornographique ou dans les mains de réalisateurs indépendants comme Werner Herzog et David Lynch. Mais il existe une tragédie depuis la Grèce antique. Ceux dont le métier de faire rire porte un poids énorme sur le dos, qui se révèle parfois sous forme de dépression ou de folie. Les humoristes ont toujours souffert de ces maux. En amusant les autres pour leur faire oublier les peines et les souffrances de l'existence, peut-être perçoivent-ils trop l'insignifiance de l'existence humaine? Ou alors, ils considèrent comme ridicules les rites de la cour, les danses, l'étiquette, et que finalement, tout reviendra au point de départ. Et parce que leur mission est de faire rire, ils ne sont pas pris au sérieux par une grande partie du public. Seuls les grands génies, comme Shakespeare et Velázquez, pouvaient en comprendre la complexité et la dignité.